Hello la famille, African unit, footballistique. Are you ready? Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de la Belle Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale, amis sportifs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver nombreux devant vos petits écrans pour ce rendez-vous Focus CAN. Et en ma compagnie, Marie-Paul Redombina, bonjour. Bonjour Aziz. Joseph Willy, bonjour. Bonjour M. Aziz. Et vous avez été, comme moi, nombreux à douter de la capacité de Madagascar à franchir ce cap. Eh bien, Marie-Paul, vous avez eu raison, une fois de plus. Les zébus ont finalement été plus incisifs que les léopards. Effectivement, moi, depuis le début de la compétition, je le dis, Madagascar, c'est une sélection à suivre et une sélection qui marque l'histoire de cette Coupe d'Afrique des Nations. Les zébus ont mangé les léopards de la République démocratique du Congo dans un match haletant où la RDC ne s'est pas laissé faire du tout. La RDC, on l'a vu, a marqué, c'était au terme de 90 minutes, c'était de partout. Malgré cela, la RDC n'a pas été très concluant devant les cages. Et là, on a le somptueux but qui est peut-être l'un des plus beaux buts de la compétition. En tout cas, il est parmi les plus beaux buts de cette compétition. Le but d'Armada de l'extérieur du pied, Joseph Willy, qui a heurté le coin du poteau pour finir dans les filets. Oui, c'était un très bon, joli, beau but dans cette compétition. Je pense que Madagascar continue à jouer comme même quand il était dans le pool, de même manière qu'ils ont joué avec le Nigeria, ils continuent à jouer comme ça, patiemment, ils avancent le ballon, leur transition était parfaite. Donc jusqu'à, ils ont marqué le 2 buts, parce que j'avais dit que le match là, ça va aller jusqu'à la prolongation. Ah oui, exactement. Donc Madagascar, ils ont bien fait pour arriver au quart de finale. Leur président a dit qu'il va aller jusqu'au bout pour gagner la compétition. Et oui, il y a la présence dans les tribunes du président de Madagascar. Mais après ce but, il y a quand même eu la réaction de la République démocratique du Congo qui a montré qu'elle était aussi décidée à tenir. Finalement, Madagascar a pu aggraver le score avant de se faire rattraper. Et là, il y a eu peut-être quelques doutes. Oui, peut-être quelques doutes de la part de Madagascar qui s'est vu rattraper au score par rapport à la République démocratique du Congo. Mais c'est comme je dis, cette équipe, je ne sais pas comment je vais expliquer, c'est l'incarnation, si je peux dire ça comme ça, de la détermination, du courage. Ils sont là pour montrer que c'est une jeune équipe, mais une jeune équipe qui a tout à prouver à ce continent. C'est une équipe bien présente et on l'a vu encore, Madagascar est qualifié pour les quarts de finale. Et moi, je reste convaincue que cette sélection-là, pourquoi pas, arrivera en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors Madagascar, Joseph Willy, c'est le fighting spirit, comme on dit, qui domine et qui pousse à avancer. Oui, parce que quand ils sont marqués le 2 buts, j'avais vu être signé dans le terrain là-bas qui a dit « never give up ». Donc, le Madagascar, avec toute la détermination. Never give up. Yes, ça veut dire que ne jamais abandonner, je pense. Oui. Donc, pour Madagascar, c'était un bon jeu pour il était bien joué le match. Mais le problème avec l'équipe de RDC, c'est comme il n'y avait pas de détermination entre les joueurs pour aller poursuivre le match jusqu'à le bout. Parce que quand tu vois l'équipe qui n'est pas de détermination, ou bien c'est le jeu était fatigué, on ne sait pas. Donc ça a rattrapé dans quelle équipe dans cette compétition. Donc pour le RDC, il n'est pas produit. L'équipe de RDC qu'on connaît dans ces derniers temps, Madagascar, depuis la compétition, c'est une équipe qui joue bloc, il développe leur jeu. Moi, je pense que aussi le coach, l'entraîneur de RDC, il n'est pas bien regardé le match. Parce que s'il avait bien regardé le match, il va trouver la solution pour Alors le match, c'est dénoué au tir au but.
là, on peut considérer que les léopards de RDC ont fait l'essentiel pour aller jusqu'au tir au but, parce qu'on rappelle quand même que l'égalisation est intervenue quasiment à la fin du match. Oui, quasiment à la fin du match. Moi, je veux dire que les tirs au but, c'était le visage, si je peux le dire ainsi, que la République démocratique du Congo a présenté durant cette compétition. Parce que dès la phase de poule, moi, j'ai pas trouvé une équipe des léopards bien aguerrie, cette équipe qui pose le ballon, cette équipe qui joue bien. Et là, le football, il m'en parle. Il y a un vainqueur et un vaincu. Mais pourtant, et là, là, on a un joli but, c'est-à-dire un but arraché vraiment par les tripes. Le capitaine de l'équipe de RDC qui monte très haut et qui frappe très fort de la tête. Là, je crois que c'est le but de l'égalisation. Oui, ça montrait qu'il y avait aussi de l'envie. De l'envie, Aziz, mais je pense de l'envie, mais pas assez. Quand on voit, c'est vrai qu'on dira que des tirs au but, même les meilleurs footballeurs au monde l'ont raté, à l'exemple de Maradona, à l'exemple de Michael Essien, pour parler de l'Afrique. Platini également, Messi, ils sont nombreux ceux-là qui ont raté des pénaltys, qui ont raté des tirs au but, pardon, mais là, on a la majorité des léopards qui ratent. On a un tisserand qui va complètement à côté et on a une équipe malgache qui va droit au but et qui marque. Là, ça ne pardonne pas, ça n'a pas pardonné aux léopards et voilà, les léopards ils sont battus et ils retourneront à la maison. Les tirs au but, ça demande de l'exercice, de la précision, mais c'est aussi une question de nerf. Oui, parce que comme on l'a dit, Marie-Paul soulignait tous les grands numéros 10 et attaquants qui ont marqué l'histoire du football moderne, récents comme avant. On a eu les Brésiliens comme Zico, etc. qui ont raté les pénalités. David Beckham, à l'époque, en Angleterre, David Beckham allait rater des pénalités, de tirer le but. Mais le ballon, quelqu'un qui l'a attrapé sur le spectateur qui a attrapé le ballon, il a vendu le ballon, on a beaucoup d'argent. Le ballon, non, sincèrement, il a vendu ça beaucoup d'argent parce que c'était le ballon de David Beckham qui a raté les pénalités. Mais dans de tirer le but, c'est apprendre. Il y a la formation, il y a l'entraînement. Oui, il y a l'entraînement pour ça. Et il y a aussi la psychologie pour tirer le but. Parce que quand tu regardes ce que le jeu de RDC fait, tout le ballon, tu mets ça à côté. C'est pas par la force de technique. Si on parle de mental, moi je pense que la RDC est encore mieux placée pour être plus adroit au but face à Madagascar. Madagascar, c'est le petit poussé de la compétition, c'est celui qui arrive pour la première fois. Donc pour ma part, je me dis que la RDC est mieux placée pour prendre ce match et être adroit au but. Madagascar n'a rien à prouver. Ils sont entre griffes un peu plus faibles que la RDC, mais ils ont été plus adroits au but que la République démocratique du Congo. Et pour arriver à marquer un penalty, il faut être bien dans sa tête, il faut avoir toute sa tête, il faut être psychologiquement au point, parce que tirer un penalty, on a vu par exemple de très bons joueurs comme Sadio Mané en raté. Tirer un penalty ou un coup franc, ça demande un esprit serein. Oui, ça dépend d'un état d'esprit. Parce que dans une compétition comme ça, il y a trop de précision entre l'équipe, toute l'équipe, tout le joueur qui est dans le terrain. Donc c'est pour, psychologiquement, Madagascar était préparé pour le. Si ça arrive de pénalité, il a déjà sorti leurs 5 joueurs de pénalité. Parce que je ne peux pas voir 10 ou bien 11 joueurs dans une équipe nationale qui ne tirent pas de pénalité comme ça, tu dois. C'est-à-dire tu es 4, tu as raté 2. Non, je crois qu'il y avait un sérieux problème. On ne peut pas non plus dire que la RDC ne se soit pas préparée à cette éventualité. Moi, je pense qu'elle n'est pas préparée pour le tirer le but. Ou bien que la préparation n'a pas été bonne. On a quand même là au niveau de la possession du ballon, 54% pour la RDC et 46% pour Madagascar. Au niveau également des tirs au but, je crois qu'il y a 15, voilà, 6 cadrés pour Madagascar et 7 cadrés pour la République démocratique du Congo. Donc la RDC sur ce match a peut-être rectifié le tir par rapport aux rencontres précédentes, mais simplement qu'il n'a peut-être pas manqué, qu'il a peut-être manqué de baraka.
Bon, moi je pense que c'est à l'image Parce de que leur les compétition. chiffres, les Aziz. chiffres ils nous renseignent sur la présence Des des léopards. attaquants de République démocratique du Congo, les velléités offensives. et Ils les ont tentatives dans les ils ont goals. donné, mais pas assez. Moi, je pense. J'ai Oui. vu des commentaires des joueurs après la confrontation où ils se plaignaient de l'arbitrage, à part Cédric Bakambu qui n'est pas allé trop en dehors, qui disait que le match s'est bien déroulé dans l'ensemble, mais il félicite l'équipe de Madagascar. Les autres, du moins, ils sont allés en disant que l'arbitre a été le deuxième joueur de l'équipe malgache, que l'arbitre Mais est-ce a que- bien aidé l'équipe malgache. Moi, je pense que non, l'arbitre n'a fait que son travail, et pour ma part, ce sont des mauvais Mais défaitistes. à propos de l'arbitrage, est-ce que il n'y a pas eu de raison pour la RDC de se plaindre? Non, moi je ne pense pas. Moi, je ne pense pas parce que l'arbitre, il a bien fait son travail. Tu sais que quand s'il ne marche pas pour certaines équipes, il y a certaines choses il y a certaines fautes que tu peux acclamer pour dire que non, c'était faute, l'arbitre n'est pas sifflé. Donc c'est mieux que quand tu es dans le terrain, oublie l'arbitre. Si c'est votre côté, ou bien il n'est pas à votre côté. C'est vous jouez votre ballon. Quand tu vas aller marquer le but, l'arbitre il va discuter pour dire que le but n'était pas marqué. Parce qu'il y a eu quand même 4 buts, 2 buts de part et d'autre qui ont été validés. Bien sûr. Bien sûr. Donc, ça veut dire que non, je ne pense pas que c'était le problème d'arbitre. C'était le problème pour dire que dans cette compétition en 2019, je pense que RDC n'était pas préparé pour ça. Voilà, Parce que pour c'est qualifier tout jusqu'à le problème. c'était choisi par hasard, je peux dire ça, excusez-moi la tête, parce qu'il a gagné combien de matchs? Il a marqué combien de buts? Non, Joseph, le par but? hasard, non. Hein. En même temps, la c'est la République- loi, la loi qui est là, Oui, qui c'est- dit qu'on prend le meilleur troisième. Et Meilleur la RDC, troisième, il mais s'avère que la RDC était meilleur troisième. Par hasard, non, mais je suis d'accord, Aziz, avec José Vuillir sur le point où il dit que la RDC ne s'est pas préparée pour cette compétition à l'image de ses différentes prestations. Là, avec Madagascar, c'était peut-être la cerise sur le gâteau en disant que vous ne vous êtes pas assez préparé. Et là, ça ne ment Mais et pas. puis Madagascar ne s'est quand même pas imposé facilement. Madagascar À peiner. a peiné pour gagner. Il a fallu aller se faire rattraper au score d'abord. A Justement, développé leur jeu, on a marqué encore. et psychologiquement, il faut dire que Madagascar a Il des était ressorts. bien rentré dans le match. Voilà, parce qu'après avoir été rattrapé au score, on a eu ensuite les prolongations et parfois même des possibilités pour la RDC d'aggraver la marque. En tout cas, on va découvrir le joueur du jour, le joueur du match, un joueur malgache qui s'était déjà distingué lors des précédentes rencontres. Ok, temps de Midi Madagascar pour le futur. Oui. Tout d'abord, merci encore parce que ça fait toujours plaisir de recevoir ce genre de trophée. Mais sans mes coéquipiers, j'allais jamais avoir ça. Donc le football, c'est un travail de groupe, collectif. Donc c'est grâce à eux que je reçois ce trophée. Donc maintenant, le plus important que notre équipe a gagné. Et je suis vraiment content parce que aujourd'hui, on a montré encore qu'on est capable de gagner des matchs. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on a toujours joué avec le cœur et on a montré un bon football et puis c'est un bon travail du groupe collectif. Et on a pu gagner contre Burundi, Nigeria. On a fini premier dans notre poule. Et maintenant, on a sorti Congo. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup travaillé. L'ensemble de l'équipe, que ce soit avec les staffs, que ce soit le peuple à Madagascar, ils sont tous derrière nous. Et maintenant, notre objectif, c'est d'aller le plus loin possible, sans limite. Et on va essayer d'aller le plus loin possible. C'est tout.
N'importe quelle équipe qui va jouer contre nous, on va tout donner. Et on n'a rien à perdre, on va juste jouer nos football pour rendre le peuple heureux. Voilà. Dernière question. Le joueur du match, Marie-Paul Redombina. Andri Anantena, c'est ça son nom. J'ai du mal avec les noms Les noms malgaches. malgaches qui sont, c'est vrai, kilométriques, mais les noms, en tout cas d'artistes. Oui, C'est un joueur qui se distingue dans cette équipe. Oui, Le numéro 13 de Madagascar. Andrana méritait le jeu de match, l'homme de match. Il dit c'est football, on joue collectif. Depuis de cette compétition de Malgache, il joue collectif. Donc, il développe leur jeu au milieu du terrain jusqu'à l'adverse. Le camp adverse jusqu'à- le camp adverse. Au Donc, camp adverse. s'il continue comme ça, peut-être on va retrouver une demi-finale. Pourquoi pas une finale? Madagascar qui a séduit. Et il y avait le président de Madagascar, André Rajoelina, qui était aux tribunes. On l'a vu se lâcher vraiment lorsque les buts ont été marqués et lorsque les joueurs de RDC ont raté des pénaltys. C'est un engagement fort quand même. C'est quelque chose de véritablement encourageant pour ces joueurs qui, voilà, on le voit, Avec Ahmed Ahmed, le on le président de la voit CAF. sauter de joie et je crois qu'il sentait la victoire arriver. Et sachant leur président dans les tribunes, les ébus ont dû également se sentir encore galvanisés. Oui, parce que je pense que pour avoir vu de nombreux reportages sur les chaînes des confrères, le public malgache, il est euphorique. Et le numéro 1 malgache, par la même occasion, je pense que c'est le sentiment qu'il a. On l'a vu à côté du président de la CAF, Ahmed Ahmed, Qui est son compatriote, mais je crois qui s'est contenu parce qu'il est Oui, bien président sûr, de la c'est le président de la Confédération Confédération africaine de football. Mais on a vu le président malgache qui a laissé éclater sa joie. On l'avait vu également pendant la Coupe du Monde, la présidente de la Croatie qui a également exprimé sa joie parce que c'est fou. Le football, je suis sûre que c'est ce seul sport-là qui réussit à pouvoir galvaniser et rendre les gens autant heureux. Et Madagascar n'a pas dérogé à la règle contre la République démocratique du Congo lors de ce 8e de finale qui, pour ma part, rentre dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Un 8e de finale où on a eu une grosse débauche d'énergie. Les joueurs de Madagascar n'ont pas fait de cadeau à ceux de RDC et ceux de RDC également se sont démultipliés, mais il y a quand même eu ce sentiment de nervosité. On a senti au bout d'un moment les joueurs de RDC énervés, peut-être frustrés d'être accrochés par le petit poucet Madagascar. Quand tu vois, bon ça c'est mon avis et il est relatif, quand tu vois la victoire t'échapper, je pense que c'est normal que tu puisses être comme ça parce que moi je pense que les Léopards ont vu les quarts de finale s'en aller. Et peut-être que c'est ce qui a causé peut-être cette nervosité. Et comme certains l'ont dit, peut-être selon eux l'attitude de l'arbitre également qui n'était pas de leur faveur. Certains réclament un penalty pas sifflé, ils réclament des fautes malgaches pas sifflées du tout. C'est peut-être tout ce condensé-là qui crée la nervosité, qui a créé du moins la nervosité chez ces joueurs-là. Mais en même temps, il ne faut pas se laisser prendre. Comme je dis, arme, courage, détermination, force, il faut aller au bout, malgré le fait qu'on n'ait peut-être pas les faveurs de l'arbitre. Il faut aller au bout, montrer sa détermination et pourquoi pas ne pas gagner la rencontre, ce que la République démocratique du Congo n'a pas forcément vu et s'est laissé prendre à ce jeu-là. Alors, République démocratique du Congo, Madagascar s'est qualifié en quart de finale. Il y avait un autre match. Algérie-Guinée, mais cette fois Algérie-Guinée, ça s'est déroulé sans véritable suspense. Oui, Aziz, sans véritable suspense, c'est comme on l'avait prédit, une Guinée, pour ma part, nonchalante, qui n'a pas assez produit ce football-là qu'on connaît à la Guinée, pas à la Guinée de maintenant, à la Guinée d'avant. Une jeune équipe guinéenne, oui, mais qui
qui n'a pas montré grand-chose face à cette équipe algérienne plutôt disciplinée et à droit au but. Alors, l'Algérie, finalement, se comporte comme lors des rencontres précédentes, hein, parfois sans trop forcer, comme c'est le cas avec la Guinée. L'Algérie qui semble maîtriser son sujet. Et là, on a une action de but, un but qui a été refusé, je crois, pour une faute de main. Mais l'Algérie a vraiment montré une grosse maîtrise. Hein. Oui, Algérie sont vraiment, c'est une équipe très forte, comme l'équipe de Maghreb, de toujours pousser le ballon au milieu du terrain. Moi, je pense que si le Guinée, elle avait serré le milieu du terrain, bien serré, et même s'il va considérer le but, ça ne peut pas 3-0. Mais il a laissé le match vraiment ouvert pour une équipe comme Algérie, qui sont trop techniques, il a des qualités. Donc ça produit le 3-0 qu'on a vu. Et on rappelle que sur cette action, le but qui a été refusé précédemment l'a été pour un hors-jeu. Or, on a là une autre occasion de but ratée. Le score aurait pu être plus lourd, surtout que l'Algérie a multiplié les actions. Vous avez cette reprise de volée repoussée par le gardien. Une équipe d'Algérie qui s'est fait plaisir. Très, très à l'aise, Aziz, pour ma part. Elle n'a à aucun moment été mise en danger, cette équipe-là. Elle a produit son football. Aucun moment, comme je le dis, elle a été mise en danger par cette équipe guinéenne. Le Sili national n'a pas présenté un beau football. Le Sili national a été nonchalant. Le Sili national, on a eu comme l'impression que le Sili n'est pas venu pour gagner. Ils ont été plutôt spectateurs. Comme on a vu les Ounas, Mahrez, Belaïli. Les trois joueurs phares algériens ont marqué 3 buts. On l'a vu, des retournées qui n'ont peut-être pas marché pour l'Algérie, mais l'Algérie a eu beaucoup d'occasions de jeu, mais pas concrétisées. Ils sont sortis de là qu'avec 3 buts. Seulement. Et 3 buts, c'est beaucoup quand même. Ça aurait, ça aurait été pire, hein, je pense. Ça aurait frisé la correctionnelle si il y avait eu 4 ou 5 buts. Oui, c'est beaucoup. Parce que moi, j'ai vu l'erreur des défenseurs. Là. Parce que par avoir on dit un bon défenseur n'est pas resté derrière un attaquant. Maintenant, comme ils ont considéré le but là, ça parce qu'il a resté derrière un attaquant algérien. Donc, il fait ça comme il veut. Il donne un petit passe. Voilà, là, il met le but. On ne peut pas rester derrière un attaquant qui va te marquer le but. On reste devant un attaquant pour fermer le jeu. Parce que si tu restes derrière lui, il va te dribbler, il va te marquer le but. Mais quand tu restes devant lui, c'est toi qui vas dégager le ballon comme il fait. Regarde ce qu'il fait. Alors, on a parlé tout à l'heure du mental des équipes. L'Algérie, soit dit en passant, connaît actuellement une situation sociopolitique trouble avec des manifestations tous les vendredis et une grosse tension. Mais ça ne semble pas avoir eu, en tout cas, à affecter le mental de ces joueurs. Non, Aziz, moi je pense qu'ils sont là, dans leur tête, je me dis, qu'ils se disent qu'ils sont là pour jouer au football, ils sont là pour produire un football. On met le politique à part, on est là pour rendre le peuple algérien, pourquoi pas un peu plus gai, en leur donnant une belle prestation de cette équipe algérienne. Et pour ma part, c'est ce que l'Algérie, c'est ce que les Fennecs ont fait depuis le début de la compétition. L'Algérie, c'est une attaque rigoureuse, c'est une défense bien placée, donc pour le moment, on met le politique à part pour laisser place au football et les Fennecs laissent place à un beau football. En tout cas, les Fennecs d'Algérie qui, dans tous les compartiments du jeu, sont présents. On a d'excellentes transmissions entre le milieu de terrain, la défense et l'attaque. Oui, c'était trop besoin de développer leur jeu vraiment beau, le bon jeu pour eux. Là, ils pensent que aussi on a éliminé le Maroc, on a éliminé l'Égypte, donc Algérie, il va toujours là pour représenter l'intérêt du Maghreb dans les compétitions. Donc on ne peut pas dire qu'on a éliminé le Guinée, il va aussi venir éliminer l'Algérie. Donc ça veut dire que toute l'équipe de le Maghreb, ils vont sortir dans les compétitions. Ils disent que nous aujourd'hui, nous, on va avancer. Donc c'est pour ça qu'ils ont produit ce qu'ils ont fait hier, gagner le match 3-0 parce que le Guinée n'est pas fermé le jeu. Maintenant, il faut prendre un exemple comme ce que le Bénin a fait.
ils ferment le jeu, ils avancent, ils attendent leur chance. Mais il faut laisser le match avec une équipe technique complète comme Algérie. Donc, Et justement, la Guinée qui a commis, comme vous le soulignez, semble-t-il, Joseph Fouili, l'erreur d'ouvrir le jeu face à une équipe supérieure, aussi bien individuellement que collectivement. Là, ça a été mal joué tactiquement. Oui, c'était mal joué tactiquement parce que tu n'as pas de capacité pour jouer comme eux. Mais si tu n'as pas de capacité en termes de joueur qui est de qualité, pour prendre le ballon, éliminer 2-3 adversaires, de transition, le bon passe, ce que tu fais, tu fermes le jeu. Tu vas avance, de counter-attaque. Tu vas trouver le but, mais si tu ouvres le jeu comme ils ont fait hier. Ah, là, j'ai comme l'impression qu'ils n'ont pas regardé. Quand on vient jouer face à l'Algérie, on se prépare parce que l'Algérie, c'est comme je l'ai dit, une efficacité dans l'attaque, mais également c'est une équipe. La défense algérienne, elle est rigoureuse. On vient pour fermer le match. Afrique du Sud, Égypte, on l'a vu. L'Afrique du Sud a préparé son match et on n'a pas vu des Égyptiens, on n'a pas vu Mohamed Salah, on n'a pas vu Trezeguet. Alors que là, hier, on a vu tout le collectif algérien face à une équipe guinéenne qui s'est laissée aller peut-être un peu trop. Je ne sais pas si ces chiffres sont exacts, mais au niveau de la possession du ballon, le tableau a semblé nous montrer 53% pour le Sili national et 47% de possession pour l'Algérie, avec 3 corners de part et d'autre. C'est 11 frappes pour les Guinéens. Il y en a eu, je crois, un nombre de pas cadrés quand même supérieur à 11 frappes, c'est ce que je disais, 11 frappes, une seule 54 minutes contre 9 et 5 cadrés pour les Algériens, 5 cadrés pour les Algériens et 3 buts. 3 buts. Donc quand on a 11 en face pour un seul tir cadré. Et possession de balle négative. Quand tu n'as pas possession de balle 50 comme posant, ce qui 40% venaient de gagner le match. Donc 53% de balles pour 20 fautes commises. Une possession de balles négative qui a été contre-productive. Et on voit le taux de réussite des attaquants algériens qui est quand même très élevé. Ils ont pu sur 5 tirs cadrés, sur 5 actions concrètes, en marquer 3. 3. C'est la suprématie algérienne. L'attaque, elle est performante, la défense, elle est performante. 5 tirs cadrés, 3 buts marqués, contre 11 de l'autre côté et un seul tir cadré, 0 but. L'Algérie gagne 3-0, c'est du concret. Concret et logique. Et c'est également, en tout cas, tout à fait juste que le capitaine des Fennecs d'Algérie, qui s'est illustré par un match tout à fait magistral, a été choisi joueur du match par la Confédération africaine de football. Mahrez. C'est bon? Ouais, je pense qu'on a fait un match très solide contre une bonne équipe de la Guinée. C'était pas facile. Voilà, quand on n'a pas encaissé de but, on a réussi à marquer 3 buts. Je pense que c'est une très bonne soirée pour nous aujourd'hui. On est très contents. Non, pas du tout. Nous, on est sérieux. Voilà, on a fait notre match. C'était une équipe pas facile à manœuvrer. Voilà, on a réussi à marquer dans des moments propices. On a fait la différence et voilà, on a réussi à pas encaisser de but et quand on n'encaisse pas de but, on a plus de chances de gagner. Donc, c'est comme j'ai dit, c'est une super soirée pour nous. Thank you very much. That's the end of it. Merci, félicitations. Riyad Mahrez, le capitaine des Fennecs d'Algérie, heureux, et il a dit quelque chose qu'il faudrait retenir certainement pour toutes les équipes, marquer au moment opportun.
marquer au moment opportun. Il a marqué hier également face au Série nationale de Guinée. Preuve que l'Algérie est là pour, pourquoi pas, soulever ce trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Et on verra bien. Les Fennecs d'Algérie, comme d'autres sélections africaines, évoluent en blanc. Les Fennecs évoluent en blanc. Ça nous permet de glisser sur le thème de ce jour, un thème général qui s'interroge, la couleur du maillot, superstition ou réalité. On a, lors de débats, soulevé cette question. Est-ce que la couleur du maillot, comme le disent certains, porte chance? Est-ce que la couleur du maillot est parfois déterminante pour certaines équipes? On a entendu un supporter de l'une des équipes en compétition nous dire qu'il a observé que depuis le début de cette CAN, les équipes qui évoluent en rouge se font toutes éliminer. Bon, superstition ou réalité? Bon, là, c'est encore selon. Mais pour moi, je me dis que quand même, ça frise un peu à la réalité. Parce que le Cameroun perd son match en jouant en jaune. Le Cameroun joue toujours en vert, rouge. Mais le Cameroun a joué en jaune-rouge. Donc, si le Cameroun avait joué en vert, peut-être le Cameroun se serait qualifié pour les quarts de finale. Sait-on jamais? La couleur des maillots, Joseph Willy, elle peut jouer, elle peut être déterminante? Là, spirituellement, je pense, parce que le couleur aussi, ça porte certaines signification. Non, je veux te dire, quand tu regardes l'équipe du Nigeria, quand ils portent de vert là, il faut quand même le match là, ça sera difficile. Va regarder tout le match du Nigeria du joueur. J'avais un moment qu'on dit qu'on ne peut pas porter cette verte, mais par rapport de nouveaux maillots qui sont joués. Quand il a porté vert contre Madagascar, Madagascar, ils ont tapé 2-0. Non, notre premier, tout le match qu'on a gagné, on a porté le maillot qu'on a tapé, on a gagné le Cameroun. Mais si le Nigeria porte le vert là, mais au match contre l'Afrique du Sud, pour gagner le match, ça sera difficile pour le Nigeria. Apparemment, Joseph, il y non, croit. Je dis la vérité parce que je suis le Nigeria depuis. Je connais l'équipe du Nigeria. Je connais le maillot. Le maillot aussi, ça fait aussi porter la chance pour l'équipe. Ça dépend aussi de l'équipe. C'est comme un fétiche. Parce que, comme tu regardes Liverpool, s'ils vont jouer, ils portent leur rouge là. Et puis, tu vois, you never walk alone. Donc, tu sais que là, tu es là le problème avec Liverpool. Tu es là le problème avec l'équipe de Liverpool. C'est aussi. Donc, on nous a dit également que, et ça c'est un témoignage de M. Georges Aboquet qui disait qu'il fut un temps où les éléphants de Côte d'Ivoire, donc l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, lorsqu'ils évoluaient tout en orange, étaient imbattables. C'est des matchs qui ne perdaient pas lorsqu'ils évoluaient tout en orange, donc maillot short et bas. Orange, ça voulait dire qu'après, la poudre allait parler. Encore que là, c'est relatif. Hein. Là, c'est peut-être l'exemple de la Côte d'Ivoire qui a marché. Mais on a vu avec les Lions de l'Atlas, ils ont joué tout en rouge. Et pourtant, c'est leur couleur initiale, avec la couleur avec laquelle ils jouent le plus souvent. Mais les Fennecs ont été battus par les écureuils du Bénin. Donc, c'est selon quand ça arrange, ça va, mais quand ça n'arrange pas, on se retrouve tous à se demander si c'est une superstition ou une réalité. Mais Joseph Willy nous le dit et nous fait savoir que les Super Eagles, quand ils jouent en vert, ils gagnent toujours. Donc, on attend de voir si... Non, quand ils jouent en vert... Il faut la difficulté de gagner le match. En fait, quand ils ont un vert foncé... Oui, un vert foncé, la difficulté... Clair? Oui. Non, c'est pas ce que... Mais là, face au Cameroun, ils ont joué en vert. Ça, c'est le vert mélangé avec du blanc. Oui, avec du blanc. Oui, ils sont portés tout vert. Même s'ils gagnent le match, là, ça sera dans la difficulté pour gagner le match. D'accord. Et il faut rappeler aussi que les finales perdues par les Super Eagles du Nigeria contre le Cameroun
étaient des finales où ils étaient habillés en vert. En vert. Donc c'était tout en le vert. premier maillot. Oui, Tout tu en vert. regardes, parce que moi je suis le match, Mais Joseph Philippe, regarde. moi, je S'ils pense- gagnent le match, ils seront en difficulté, mais toujours ils vont perdre le match. Lorsqu'ils jouent en vert. En vert. En Coupe du Monde en Russie, ils ont joué face à l'Argentine avec le même maillot, mais ils ont perdu. Le même maillot avec lequel ils ont battu le Cameroun, ils ont joué face à l'Argentine et ils se sont fait battre par l'Argentine. Donc peut-être que Là, ça- c'est que relatif, c'est vraiment c'est selon. relatif, Quand ça arrange, Il y a un gros débat sur la couleur des maillots, bon, mais il y en a qui y croient dur durement. que faire. Il y en a qui y croient durement. Et je crois que cette superstition-là ne se limite pas qu'aux pays africains. Hein. Oui, parce que dans le contexte spirituel, chaque couleur, il a leur fonction. Donc peut-être c'est à travers ça, donc le spiritualisme va regarder, oh, tu mets ça, ça ne va pas marcher, tu te mets ça, ça va marcher. Il y a des gens qui n'aiment pas porter le noir. Qui dit, oh, pourquoi tu portes le noir? Et puis il y a des gens aussi qui n'aiment pas écrire avec le bic rouge. Ça, c'est aussi oh, pourquoi tu mets le bic rouge pour écrire avec? Donc ça, si c'est Superstition. Oui, superstition ou bien pas. Mais ça aussi, il jouait aussi dans notre psychologique ou bien mentalité pour dire que si j'aime apprendre cette couleur, peut-être je ne peux pas faire certaines choses. Donc En même temps, c'est peut-être l'étiquette qu'on se donne. José Villiers a pris l'exemple des Reds de Liverpool. C'est comme le Real de Madrid. Quand le Real de Madrid ne joue pas en blanc, on dit que le Real de Madrid, c'est la Maison Blanche. Et le Real de Madrid ne gagne pas parce que le Real de Madrid n'a pas joué en blanc. Donc, c'est superstition ou réalité, c'est comme je disais, c'est selon. Quand ça nous arrange, c'est une Mais réalité. le choix des couleurs, le choix de la couleur du maillot, de la couleur traditionnelle du maillot, renseigne aussi sur peut-être l'état d'esprit de l'équipe ou sur l'identité de l'équipe. Il y a un lien peut-être avec les raisons qu'on ne maîtrise pas toujours par rapport aux couleurs traditionnelles des équipes, notamment des équipes nationales. Oui, ça lien aussi par le drapeau national du pays. Parce qu'on n'est pas sorti hors de ça. Donc c'est pour ça que tu vois certaines équipes ils portent leur maillot, le maillot de... Mais le Ghana, il oui, met le souvent du drapeau blanc, national. hein, mais le Ghana n'a pas de blanc sur son drapeau, sauf si je me trompe. Mais c'est Souvent le maillot, il est tout blanc avec Avec une des étoile rayures, noire, des rayures peut-être vert avec une une étoile. étoile noire. Et parfois, on a vu aussi le Ghana se présenter avec du jaune et une étoile. Oui, Du oui. jaune et je crois les barres du drapeau national. Oui. En tout cas, c'est tout un débat passionnant qui ne concerne pas que les Africains. Il y a aussi un débat sur cette couleur des maillots à travers le monde, en Europe, en Amérique du Sud également, où on voit le Brésil qui s'est d'ailleurs imposé en finale de la Copa América hier, gagné lorsque l'équipe arbore le traditionnel maillot jaune et or. Jaune et bleu. Bleu. Jaune et bleu. Voilà. Écoutez, on poursuit avec cette fois la présentation des matchs du jour. Nous avons deux oppositions de taille également. Mali-Côte d'Ivoire. À 17h, ce sera à Suez. Et d'abord, on s'arrête sur Mali-Côte d'Ivoire. Les Aigles du Mali ont une très bonne équipe, mais bon, un Ivoirien que je ne citerai pas a dit que, quelle que soit l'équipe que le Mali présente, eh bien, Je suis pas d'accord. elle sera toujours battue. Moi, je suis pas d'accord du tout, Aziz. Le Mali, c'est une grande sélection avec un Moussa Mariga plutôt en forme. Quand on a une équipe ivoirienne qui produit un bon jeu, mais également qui tâtonne, qui va pas chasser, mais quand même, c'est un choc, sinon un choc des titans. C'est un peu comme un Cameroun, une Nigeria. Aussi, on a, durant cette CAN, des petites équipes qui se démarquent, mais également de gros chocs. Rien qu'en huitième de finale, on a déjà eu un Nigeria-Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on a un Mali-Côte d'Ivoire, un Mali très en forme. On l'a vu, le Mali, durant la phase de poule, le Mali a gagné
ces matchs, mais de la plus belle des façons. Le Mali a produit un beau jeu. On a vu une équipe de Côte d'Ivoire qui a produit également un beau jeu, mais qui a eu du mal à s'imposer. On a un joueur ivoirien qui a encore du mal à s'imposer dans cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est Nicolas Pepe qui, pour l'instant, c'est 0 but. 0 but pour ce jeune homme et qui pourtant a fait une belle saison avec son collectif lillois, mais qui pour l'instant n'a encore marqué aucun but. Quand on a un Max Gradel bien présent, quand on a un Wilfried Bony bien présent, mais un Nicolas Pepe qui a encore du mal et qui, l'on espère, va montrer au monde, sinon au peuple ivoirien, que Nicolas Pepe, il est là, qu'il ne produit pas que de belles prestations en Europe. Il est également capable de le faire face à cette équipe malienne. Et avec ce drapeau, j'espère que la Côte d'Ivoire portera sa couleur initiale, l'orange. On l'espère, pour venir à bout de cette équipe malienne qui, pour sa part, met toujours du jaune. On l'espère, le Mali qui, peu importe le maillot, s'est imposé au fil des rencontres durant cette compétition. Alors la Côte d'Ivoire qui s'est imposée sur le dernier match en blanc. En blanc, peut-être que le blanc est aussi source de baraka, mais les supporters sont en orange. C'est la couleur initiale. La couleur initiale, donc la couleur tirée du drapeau et du pays. Mali, Côte d'Ivoire. Les aigles du Mali ont, Marie-Paul l'a souligné, une attaque de feu et également des milieux de terrain qui ont des fourmis dans les jambes. Oui, peut-être on va appeler ça le West African Derby entre les deux grands pays de football. Mais dans le cas des joueurs, moi je pense que le Mali, ils sont plus collectifs par rapport à l'équipe de Côte d'Ivoire. Parce que j'ai suivi le match de Côte d'Ivoire et puis ce que le Malien y joue. Mais le plan individuel, c'est peut-être 3-4 joueurs ivoiriens qui sont très bons. Mais s'il n'est pas un jeu collectif, moi je pense que Mali fait du mal. On ne compte pas si les années passées, vous avez gagné 3-0, 4-0, mais aujourd'hui, c'était les autres joueurs, parce que l'année passée, ce n'est pas le même joueur qui sont là. Ils vont dire que non, parce que vous avez à l'habitude de nous taper 4-3-0, mais aujourd'hui, là, on va revanche. Si au Mali, avec détermination, fermer le jeu, fermer le milieu du terrain, bonne transition, il va aller gagner le Côte d'Ivoire. Mais on pense qu'il restera de ce match très ouvert. Les deux équipes, ils sont vraiment bons. On va avoir le bon jeu aujourd'hui. Et votre pronostic, Marie-Paul, Mali-Côte d'Ivoire? Mali-Côte d'Ivoire, sur le papier, la Côte d'Ivoire va avec un réel avantage par rapport à cette équipe malienne, mais au vu des prestations que le Mali nous a montrées durant la phase de poule, moi je pense bien que cette équipe malienne, si elle est disciplinée, elle est collective, si elle joue sur ses individualités, je pense que le Mali peut sortir de là avec, pourquoi pas, un 2-1. Alors qui devrait-on suivre, surveiller dans cette équipe du Mali du côté de la Côte d'Ivoire? Moussa Marega? Incontestablement, pour ma part. Moussa Marega, comme je ne cesse de le dire, c'est 1m83 pour 80 kg. Il va faire mal à cette équipe ivoirienne. Et comme je le dis, Nicolas Pepe, on espère qu'il va marquer des buts parce qu'on n'attend que lui. Mais du côté de la Côte d'Ivoire, il y a Wilfried Zaha. On a également Max-Alain Gradel, qui a inscrit la dernière fois un but somptueux. On a, semble-t-il, un Gradel qui a retrouvé ses automatismes. Hein. On a vu un joli contrôle du pied droit et un enchaînement du gauche. Il a... Oui, c'est un habitué de ce type de geste. Peut-être s'il trouve des équipes comme Mali, il ne peut pas développer ceux du jour qui sont développés là excusez-moi, dans leur dernier pour les qualifications. Mais ça aussi dépend de l'équipe que vous jouez avec. Parce que vous trouvez une petite équipe que vous mangez comme la viande, vous avez développé votre joueur comme que vous voulez. Mais quand vous trouvez une équipe très forte, là, il n'y a pas donc c'est man-to-man, comme on dit en anglais. Donc ça fait des équipes, Côte d'Ivoire et Mali, ils sont en équilibre. Donc aujourd'hui, on va avoir de très bons matchs dans cette compétition. Aziz, en même temps, tu parlais de Max-Alain Gradel. Max-Alain Gradel, moi je pense, ça c'est mon avis, c'est selon. Il fait partie de ces joueurs ivoiriens
qui ne sont pas très stables. Quand je dis stable, c'est qu'aujourd'hui, il peut te présenter une belle performance et demain, faire tout le contraire. On l'a vu lors du dernier match, Max-Alain Gradel a présenté un beau jeu, il a marqué des buts, mais aujourd'hui encore, on peut s'attendre à tout et avoir un Max Gradel qui n'est du tout pas dans son match et qui ne fait pas une belle performance. Mais on l'espère que ce ne sera pas le cas parce que la Côte d'Ivoire, il faut le préciser, en 5 confrontations dernièrement avec le Mali, c'est 3 victoires en faveur de la Côte d'Ivoire. Et quel est votre pronostic, Marie-Paul? J'ai 2 buts à 1 en faveur du 2 Mali. buts à 1. Joseph pour Willy, moi, votre pronostic avant de passer c'est un peu à difficile Ghana pour faire le pronostic. Bon, moi, je vois 2-1 le Mali. 2-1 pour le Mali. Écoutez, vos pronostics ont été enregistrés, que le meilleur gagne sur cette rencontre. Ghana-Tunisie, ce sera pour un peu plus tard, à 20h, heure du Gabon, en Afrique centrale. On rappelle que le siège de Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale, se trouve à Libreville, la capitale du Gabon. Et donc, Ghana-Tunisie, là, on va retrouver d'un côté les frères Ayou et de l'autre, quelques individualités également du côté de la Tunisie qui pourraient équilibrer ce match et le rendre un peu plus intéressant. Oui, la Tunisie, c'est une très bonne équipe. On peut pas, ils ont joué leur match vraiment bien. Ghana aussi, c'est leur dernier match qu'ils ont développé le joueur. Mais je pense qu'ils vont rentrer le match avec Tunisie avec de bonnes mentalités et psychologiquement. Fermer le jeu, comme on dit souvent, parce que si tu laisses le milieu de terrain, l'équipe de Maghreb, ils sont vraiment bons au milieu de terrain. Si tu laisses le milieu de terrain, là, ça va coûter cher pour l'équipe ghanéenne. Ce sera une bataille du milieu de terrain. Ghana-Tunisie, le Ghana a quand même, en ce qui concerne les derniers matchs avant les 8e de finale, montré un autre visage, une amélioration dans le jeu. Oui, ils ont montré des capacités pour développer leur jeu. Tu vois, le deux frères, Ayou, ils sont dans le terrain, ils ont marqué vraiment des très bons buts de petits Ayou. Donc, s'ils continuent comme ça aujourd'hui, fermer le jeu, prendre de bonnes positions, mettre leurs yeux sur le ballon, je pense qu'ils peuvent vraiment gagner le match. Mais s'ils prennent ça, laisser au jeu ouvert, peut-être ça va lui coûter cher. Est-ce que les frères Ayou, aujourd'hui, constituent les véritables fers de lance de cette équipe du Ghana? On a aussi l'expérimenté Gyan Asamoah, même s'il a quelques kilos en trop. Oui, bon, pour parler d'abord des 2 sélections, pour ma part, ces 2 sélections n'ont pas été très convaincantes lors des matchs de phase de poule. Mais comme on aime à le dire, les matchs ne se ressemblent pas. Chaque match a sa particularité. Le Ghana et la Tunisie, c'est depuis 1963, ils se sont rencontrés 8 fois pour 6 victoires en faveur du Ghana. Peut-être un signe indien que la Tunisie devra essayer de briser ce soir. Le Ghana va avec un léger avantage, avec des frères Ayou qui sont pas mal en forme, les frères Ayou qui sont bien présents. Jordan a produit du beau jeu, même si ce jeu pour ma part n'a pas été très plaisant. Mais les frères Ayou sont là, Gyan Asamoah également, il est là. C'est une équipe du Ghana très vaillante, à droit quand il le faut devant les cages de son adversaire. Donc je pense qu'ils vont essayer de s'imposer, sinon les 2 équipes ont fort à faire pour cette rencontre. Les 2 équipes ont fort à faire. Un match qui va se jouer également contre une équipe ghanéenne, une équipe tunisienne, conduite par un entraîneur qui connaît bien le football africain, Alain Giresse. Oui, avec Alain Giresse, la Tunisie n'est pas bien partie pour la compétition, n'est pas bien partie au vu des premières confrontations, mais la Tunisie a su s'imposer. Alain Giresse, il connaît bien le football africain pour avoir entraîné plusieurs sélections et pour avoir gagné
pour être allé loin dans la compétition, on l'a vu, Alain Giresse, il a eu comme sélection le Mali, Alain Giresse a eu le Gabon, il connaît bien la compétition, il connaît bien la CAN, il sait quoi faire, il connaît ces équipes africaines-là et je pense qu'il connaît bien le Ghana pour être un fin tacticien. Je pense qu'il mettra tous ses atouts pour que la Tunisie vienne à bout des Black Stars du Ghana. Et il a en face de lui un technicien ghanéen qui est un habitué également de cette compétition, qui avait déjà conduit le Ghana à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, oui, bien sûr. Ça aussi, on peut dire que le match peut gagner sur le banc, au lieu le banc de technique. Parce que si des techniciens d'Algérie, comment on appelle, Tunisie et du Ghana. Le Ghana a bien regardé le match, ça fait dire qu'elle peut gagner ça sur le banc, comme on dit souvent. Un match de technicien, un match qui promet d'être très disputé. Votre pronostic, Marie-Paul? Je pense que les poulains de James Kwesi Appiah iront peut-être chercher un 1-0, peut-être, parce que je suis persuadée que Alain Giresse et ses poulains ne vont pas se laisser faire également. 1-0 pour le Ghana, c'est le pronostic de Marie-Paul. Et vous, Joseph Willy? Oui, il y a un joueur ghanéen que je n'ai pas encore vu dans cette compétition. Il s'appelle Wakaso. C'est milieu de terrain. Wakaso il est très fort. Qui s'est d'ailleurs illustré lors du match dernier, qui avait été le meilleur très joueur. Fort de ce qu'on appelle 7 pieces. Moi, je fais ceci, il applique ça. Le Ghana peut gagner le match. Si cet homme il applique ce qu'il a dans son pied, le Ghana peut gagner le match. Il est Wakaso, vraiment, qui s'est tiré oui. pour ne pas te couper la parole, Aziz, comme Joseph Willy l'a dit. Lui, par contre, je l'avais oublié. Wakaso qui s'est tiré cette équipe des Black Stars. On l'a vu lors de la dernière confrontation des Black Stars du Ghana. Wakaso qui était l'homme du match pour le dernier match de poule des Black Stars du Ghana. Et nous voici, après ces pronostics, au terme de ce rendez-vous. Nous allons revenir en images sur les buts de la veille. Nous rappelons simplement à tous ceux qui sont ressortissants des pays ou des communautés qui prennent part à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte, qu'ils ont la possibilité, en se rapprochant de notre siège ici à Angodje, au nord de Libreville, ils ont la possibilité de venir prendre part à l'émission en direct Focus CAN. Nous ferons ensemble la fête du football africain. Nous allons la poursuivre jusqu'à la finale qui est prévue le 19 juillet prochain au stade international du Caire. Merci encore d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous, Marie-Paul, Joseph Willy, et à vous de votre fidélité.
Hello la famille, African Unity.